sur les routes de l'exil. Voilà ce que l'on peut lire sur la 4e de couverture de ce livre, La fin du judaïsme en terre d'islam, paru en 2009 chez De Noël, et qui paraît cette année en hébreu aux éditions Carmel. Son auteur est avec nous ce soir. Bonsoir Shmuel Trigano. Bonsoir. Vous êtes sociologue, philosophe, professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre, auteur prolifique, puisque vous avez signé pas moins de 25 ouvrages. On va tenter avec vous de mieux comprendre pourquoi cet exode a été occulté, puisqu'il a fallu attendre 2014, c'est tout récent, pour qu'Israël commémore enfin, si j'ose dire, cet épisode douloureux du judaïsme oriental, comme nous le rappelle en images Océane Naz. En novembre 1947, l'ONU accepte le plan de partition de la Palestine en 2 États, l'un juif et l'autre arabe. Si l'annonce provoque des scènes de liesse chez la communauté juive, plusieurs pays arabes répliquent sans tarder et déclarent la guerre au tout nouvel État hébreu. En Afrique du Nord et dans les pays du Moyen-Orient, l'antisémitisme grimpe. Dans les décennies qui suivent, de nombreux juifs sont contraints de s'exiler. En Syrie, au Liban, en Égypte, en Algérie et en Irak, 850 000 juifs quittent précipitamment leur maison ou sont expulsés. Si environ 600 000 d'entre eux décident de s'installer en Israël, certains sont contraints de s'exiler dans des pays différents, perdant de vue leur famille. C'est à la suite de la guerre de Suez. Ma famille a été expulsée rapidement, sous une semaine. Tous nos biens ont été séquestrés, confisqués. Et mon père s'est retrouvé en Angleterre, ma mère s'est retrouvée en France. Et voilà, on a refait une vie en France, en Angleterre, suivant les familles. Le problème, c'est que les familles ont été éparpillées un peu partout dans le monde, Australie, Brésil, France, Amérique, Canada. Mes parents sont marocains. Ils sont venus en Israël sans leurs parents, avec le comité de soutien à l'Aliyah des jeunes. Mon père avait 11 ans, ma mère 9. Elle a été envoyée dans un kibboutz et elle n'a jamais revu ses parents car ils sont restés au Maroc. Depuis 4 ans, le gouvernement israélien met en place chaque année une cérémonie qui rend hommage aux juifs expulsés des pays arabes. Aujourd'hui, les descendants des réfugiés juifs du monde arabe représentent la majorité de la population juive israélienne. Shmuel Trigano, pourquoi il a fallu attendre 2014 pour qu'Israël se décide enfin à commémorer cet exode massif des juifs orientaux? C'est une vraie question, peut-être par difficulté idéologique à reconnaître le statut réel de cette population, qui est effectivement très nombreuse, mais qui appartient au monde séfarade, ce qu'on appelle le monde séfarade. Peut-être la proximité de la Shoah était-elle trop puissante? Elle fut une tragédie, alors que là, il s'agit d'un drame, c'est-à-dire quelque chose de moins grave que ce qui s'est passé en Europe. Peut-être que c'est le fait d'un traumatisme qui a frappé les victimes elles-mêmes, car il y a un processus pour arriver à parler du coup qu'on a reçu. Mais ce qui est très paradoxal aussi, Shmuel Trigano, c'est que les juifs originaires du Moyen-Orient ou du Maghreb, dans leur propre perception, ne se considèrent pas comme des victimes. Ils n'ont jamais adopté cette posture victimaire. C'est peut-être aussi ça qui occulte l'exode. C'est grâce au colonialisme, car le pouvoir colonial a libéré les juifs et les chrétiens, qui étaient des dhimmis dans le monde musulman. Et donc, quand on a des souvenirs parfois heureux de ce passé qui est celui de notre génération, de la génération qui précède, on oublie qu'entre juifs et arabes, il y avait une tierce partie, à savoir le pouvoir colonial. Et dès que le pouvoir colonial a commencé à se retirer au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le destin de ce monde était scellé, car que pouvaient attendre les juifs? Retour à la case dhimmi. On peut citer par exemple le fait que Boumedienne en Algérie a élaboré un code civil qui décrétait qu'on ne peut être algérien que si on a un des 2 parents musulmans. Et donc en fait ce sont des pays, des États-nations très fragiles qui n'ont pas su développer une citoyenneté qui ferait place aux non-musulmans. Ils ont tous adopté la charia et par conséquent un statut incertain pour les non-musulmans. Justement, quand vous dites ils ont tous adopté la charia, vous disséquez dans votre livre l'exode des juifs de 11 pays arabes ou musulmans, de l'Iran au Maroc en passant par l'Irak ou encore la Turquie. Dans le rapport de ces pays aux juifs, est-ce qu'il y a vraiment un dénominateur commun? Est-ce qu'on peut les analyser, les appréhender en tant que bloc monolithique? Oui. Oui, c'est-à-dire au terme de toutes ces études qui ont été menées chacune séparément par un historien spécialiste du pays, parce qu'on trouve rarement quelqu'un qui soit spécialiste d'une aire géographique aussi importante, je suis arrivé à un ensemble de conclusions. J'ai mis bout à bout les lois,
les actes, les violences qui ont été commises, etc. Et je suis arrivé à quelque chose d'étonnant que je compare au statut des Juifs de Vichy. Arabisation comme arianisation, sanctions économiques, discrimination légale, est-ce que vous y allez pas un peu fort, Shmuel Trigano? La plupart de ces Juifs qui ont quitté les pays arabes ont choisi Israël. Pour la plupart, Israël qui, on le sait, a fortement encouragé leur immigration. Est-ce que finalement, parler d'exode, c'est pas aussi sous-estimer les motivations idéologiques profondes de ces Juifs qui avaient une aspiration tout simplement à émigrer vers la terre promise, vers Israël? Vous sous-estimez l'affaire Dreyfus pour Herzl? Non? Ou l'antisémitisme européen? Personne ne le sous-estime. Pourquoi cette condition serait-elle différente pour les Juifs du monde arabo-musulman? C'est qu'avant la Aliyah, bien sûr qu'il y avait une dimension aussi messianique, mais le messianisme n'éradique pas la dimension politique. Il y a une dimension politique qui ne commence pas au lendemain de la création de l'État d'Israël, mais qui commence dès le XIXe siècle avec l'éveil des peuples premiers du monde arabo-musulman, les Arméniens, les Grecs orthodoxes, les Grecs, etc., qui entament une marche vers l'indépendance. Et cette marche vers l'indépendance rencontre de toutes parts des massacres, des génocides pour ce qui est des Arméniens, des violences, les violences des années 30 en Palestine, etc. Et en fait, cet ensemble de lois, de pogroms, de violences, etc., ce sont des réalités objectives. Alors voilà pour le travail des historiens que vous faites à travers ces deux ouvrages en français et en hébreu. Et vous venez d'écrire dans les colonnes d'un quotidien israélien que tout comme les réfugiés palestiniens, mais finalement les réfugiés juifs des pays arabes, parce que c'est comme ça que vous les appelez, avaient aussi la clé de leur maison abandonnée. Est-ce que leur sort, le sort des juifs des pays arabes et le sort des réfugiés palestiniens est vraiment comparable? Absolument. Moi, j'ai entrepris la réalisation de ce film, de ce livre, lorsque j'ai vu au début des années 2000 les manifestations des Palestiniens montrant la clé de la maison, et j'ai soudain réalisé que moi aussi j'avais la clé de ma maison. Mais j'en avais pas fait un plat. Conséquence diplomatique directe, il faudra mettre dans la balance, lors des prochains pourparlers, le sort des réfugiés palestiniens et le sort des réfugiés, des Juifs du monde arabe? Impérativement, et pas uniquement du point de vue des spoliations, mais du point de vue du droit moral. Car lorsqu'aujourd'hui on accuse Israël de péché originel, de culpabilité dans sa naissance même du fait du drame palestinien, on oublie que les Israéliens qui sont accusés sont les mêmes qui ont été chassés et violentés par le monde arabe. Et donc en fait il y a ici une situation inégale, insupportable. Les réfugiés juifs ont été bien plus importants que sur le plan numérique que les réfugiés palestiniens. Leurs biens sont considérables, qui ont été spoliés et volés. Il n'y a aucune raison d'accepter ceci pour une donnée inéluctable. Alors on va peut-être terminer par une note peut-être un peu plus positive. On voit de plus en plus d'Israéliens, Shmuel Trigano, se reconnecter à leur patrimoine culturel arabe. On voit des artistes chanter en arabe. Les pèlerinages sont nombreux, notamment au Maroc, en Tunisie. Est-ce que ça veut dire que la plaie pourrait se refermer finalement, tout comme on voit aussi des Juifs retourner en Europe de l'Est ou s'installer à Berlin? Écoutez, la plaie ne peut pas se refermer pour l'instant. Elle n'est même pas formulée et même pas reconnue. Et donc, il y a ici toujours un enjeu. Le reste, c'est affaire des identités personnelles, mais ça n'efface pas ce qui s'est passé. Merci Shmuel Trigano, auteur de ce livre, je le rappelle, La fin du judaïsme en terre d'islam, dont la version hébraïque est désormais disponible dans les meilleures librairies d'Israël. Merci infiniment d'être passé nous voir pour ce décryptage, Shmuel Trigano. Il a quitté Gaza en 2009, mais Gaza ne l'a jamais vraiment quitté, et pour cause. 3 de ses filles sont enterrées, elles avaient été tuées par un tir de char israélien durant l'opération Plomb Durci. Ce gynécologue palestinien, spécialiste des traitements de fertilité, veut encore croire que la paix naîtra un jour entre Israéliens et Palestiniens.